Je n'arrive pas à avoir mon prêt immobilier. Comment faire pour investir dans l'immobilier? Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un très bon visionnage et je te retrouve juste après l'introduction. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me sensibilise énormément en ce moment. Vous êtes de plus en plus à me faire part d'une difficulté à obtenir vos crédits, que ce soit aussi bien pour des notions de manque d'apport que pour des notions liées au fait que tout simplement vous ne rentrez pas dans les cases en ce moment pour plaire aux banquiers. Et donc l'idée c'est de voir quelles sont les solutions qui vont pouvoir s'offrir à toi pour que tu puisses quand même développer un patrimoine immobilier et t'enrichir sur la base de l'immobilier. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 stratégies que l'on peut utiliser pour investir dans l'immobilier quand on n'est pas éligible à l'emprunt bancaire. La première histoire dont je vais te parler, c'est l'histoire d'une personne qu'on a pu accompagner dans le cadre de notre activité de développement de patrimoine immobilier qui avait une niaque énorme pour investir dans l'immobilier, mais qui tout simplement ne pouvait pas le faire parce qu'il était actuellement étudiant en alternance, donc non éligible à l'emprunt bancaire. Il n'avait pas la possibilité d'avoir une promesse d'embauche parce qu'il était en 4e année d'études et donc son employeur lui disait que c'était beaucoup trop précoce. Et de l'autre côté, les banques n'acceptaient pas de promesse d'embauche avec une durée supérieure à 3 mois. Et donc là, grosse frustration parce que cette personne regardait beaucoup de contenu sur YouTube, notamment la chaîne, et je leur remercie. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner et sur la cloche notification pour ne louper aucune vidéo. Chaque dimanche à 11 h, c'est une vidéo qui sort dans le but de t'apporter énormément de valeur en te partageant des tips sur le marché actuel, sur des stratégies d'investissement, mais également des histoires clients. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis toujours, c'est au travers des histoires des autres qu'on peut s'inspirer. Et donc là, justement, le cas de cette personne qu'on a eu la chance d'accompagner, c'est peut-être ton cas. C'est celui de « je suis étudiant, je voudrais investir mais je ne peux pas » ou à l'inverse, je suis dans la vie active de tous les jours mais ma situation personnelle ne me permet pas d'investir. Je suis en intérim, je suis en CDD, j'ai une situation qui ne plaît pas à la banque. Comment je fais ? La première chose, et en fait c'est tout bête parce que beaucoup de personnes pensent que c'est un gros mot alors qu'en fait énormément de monde le fait en finalement achetant avec son conjoint, c'est ce qu'on appelle l'association. L'association aujourd'hui c'est quelque chose qui peut souvent être mal vu parce qu'on a souvent peur de cet associé qui va partir avec la caisse, de cet associé qui au début est copain main dans la main et qui au fur et à mesure va faire son chemin de son côté jusqu'à ce qu'il nous mette un couteau dans le dos. Et donc en fait on a peur de l'association. Sauf qu'en fait, l'association aujourd'hui, c'est possible de la rationaliser en prenant en compte plusieurs paramètres. La première, c'est est-ce que la personne avec qui je vais investir a la même vision que moi? Quand on dit la même vision que moi, c'est-à-dire est-ce qu'elle a les mêmes motivations liées au fait qu'elle veut investir dans l'immobilier? Est-ce qu'aujourd'hui, cette personne est d'accord pour agir de la même façon que moi vis-à-vis de l'argent qu'on va gagner, vis-à-vis du comportement des locataires, vis-à-vis du jour où on voudra revendre? Et en fait, à partir de là, si on parle le même langage, l'association n'est pas dangereuse. Et d'ailleurs, comme je le disais, énormément de Français, et c'est même ton cas, sont finalement associés sans s'en rendre compte parce qu'ils ont un contrat de mariage, parce qu'ils ont un contrat de Pacs, ou même des fois rien du tout, et qu'ils ont acheté avec leur conjoint, leur conjointe. Donc à partir de là, il ne faut pas avoir peur de l'association. Et c'est justement ce qu'a fait cette personne qu'on a accompagnée. C'est qu'en fait aujourd'hui, elle travaillait dans une société dont je ne citerai pas le nom, mais qui est très connue d'un point de vue international. Et donc en fait, elle s'est dit, tiens, j'ai mon employeur, du moins j'ai mon responsable qui gagne très bien sa vie, qui aujourd'hui veut investir dans l'immobilier, mais qui n'a pas du tout le temps de le faire. Moi de mon côté, j'ai tout mon temps et toute l'envie de m'imprégner de la chose. Je lui propose un deal. Moi, je gère toute la partie opérationnelle. Toi, tu gères toute la partie crédibilité financière. Et à partir de là, on investit ensemble main dans la main. Bingo, ils sont passés tous les deux à l'action. Et donc lui, qui était étudiant en 4e année, aujourd'hui détient plusieurs biens immobiliers, puisqu'il n'en est pas resté à son seul coup d'essai. Et de l'autre côté, son responsable est passé à l'action alors que seul, il n'en avait pas la possibilité. Donc tu vois, comme quoi aujourd'hui, l'association, on peut se rendre compte que quand elle est correctement maîtrisée, ça peut être une super belle solution. Deuxième possibilité pour investir dans l'immobilier quand on a des refus de crédit, qu'on n'est pas éligible à l'emprunt,
cette fois-ci, pour cette deuxième situation, je vais m'adresser aux personnes qui ont du cash. Quand je dis du cash, c'est des personnes qui vont avoir minimum 100 000 € de côté. Et je pense notamment à une personne que j'ai rencontrée hier lors d'une conférence IDV Days. Eh bien, en fait, cette personne me dit, voilà Victor, j'ai vendu un appartement à Paris il y a 2 ans en arrière. J'ai accumulé beaucoup d'argent puisqu'entre le remboursement du crédit que j'avais fait avec ma conjointe et derrière les hausses du prix de l'immobilier à Paris, j'ai récupéré 200 000 €. Et en fait, ça me frustre parce qu'à chaque fois que je vais voir les banques, c'est « Désolé monsieur, vous ne travaillez pas, donc on ne vous prête pas ». Et en fait, d'un côté, il y a une vérité, c'est que quand on veut investir dans l'immobilier, eh bien c'est important d'avoir une situation. Et c'est génial parce que c'est ce qu'a compris cet investisseur. Il s'est dit, pas grave, je vais reprendre un emploi même si aujourd'hui, je n'ai pas besoin de travailler grâce aux rentes que j'ai sur mon compte bancaire. Comme ça, je vais être sexy auprès de la banque. Et là, il a tout de suite pris le taureau par les cornes. Mais en attendant, c'est l'astuce que je lui ai partagée parce que ça, c'est une réalité. C'est qu'il n'était pas forcément obligé de reprendre un travail. Il pouvait avoir recours à ce qu'on appelle le nantissement. Le nantissement, c'est quoi? C'est le fait de dire à la banque, je vais mettre mon argent sur une assurance vie que vous allez placer au taux d'intérêt qui vous convient. Et à partir de là, je m'engage à ce que cet argent soit bloqué pendant toute la durée du crédit. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie source de motivation pour le banquier. Pourquoi? Parce que comme tu le sais, si tu t'intéresses à la situation bancaire, un banquier, ça ne gagne pas d'argent avec le prêt immobilier, ça gagne de l'argent avec tout ce qui gravite autour. Et justement, sa façon première de gagner de l'argent, c'est d'avoir toujours de plus en plus d'argent dans ses caisses pour pouvoir toujours prêter de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'un banquier a le droit de prêter l'équivalent de 10 fois ce qu'il possède dans ses caisses. Ça veut dire que si on reprend l'exemple à 200 000 €, mon banquier, il va pouvoir prêter jusqu'à 2 millions d'euros à diverses personnes. Et donc le fait de lui dire, je te donne 200 000 €, ils sont stockés, ils sont gelés pendant toute la durée de détention du bien. Et moi de l'autre côté, je fais mon projet immobilier à hauteur par exemple de 200 000 € ou même un petit peu plus si tu as été sympa, je me retrouve dans une situation où 1, j'ai vu mon projet immobilier naître et 2, en plus, j'ai touché des gains sur mon investissement immobilier à crédit et de l'autre côté, j'ai touché des intérêts sur l'assurance vie. C'est double effet gagnant pour moi-même et j'ai donné au banquier ce qu'il avait envie d'entendre. Troisième situation, troisième possibilité plutôt. Troisième possibilité, on va aborder maintenant une possibilité qui n'est pas celle dont je suis le plus fan parce qu'aujourd'hui, j'aime bien l'immobilier qui est le plus passif possible. Mais je dis toujours, quand on démarre, il faut savoir recourir à l'huile de coude. Et donc, quelle est cette troisième possibilité? C'est la sous-location. Aujourd'hui, chez IDV, on travaille notamment avec 2 sociétés en partenariat sur de la sous-location, ce qui permet de garantir aux personnes qu'on accompagne dans notre activité de clé en main ou tout simplement dans notre activité de gestion locative, des revenus qui sont garantis. Puisqu'aujourd'hui, le principe de la sous-location, c'est quoi? Typiquement, l'exemple de cet appartement situé en province, 35 mètres carrés, meublé. Troisième possibilité, c'est celle de faire de la sous-location. Alors, la sous-location, je n'en suis pas forcément fan et je vais t'expliquer après pourquoi. Par contre, j'estime que quand on est dans une situation où on n'est pas éligible au crédit, c'est vraiment la meilleure solution à utiliser. La sous-location, c'est quoi? C'est le principe, comme ici, j'ai un appartement T2 de 35 mètres carrés situé en ville de province qui est loué 550 € par mois et je vais aller voir le propriétaire en lui disant écoutez, moi je vous loue votre appartement meublé sur les durées classiques, 1 an, renouvelable 1 an, comme un bail meublé simple. Mais dedans, vous m'autorisez à le sous-louer à la nuit, à la semaine, au mois, à qui je veux. Et je suis responsable du bon paiement de vos 550 € et du bon entretien du bien. Et tout le reste me regarde. Et là, c'est juste royal. On a le cas chez IDV, on travaille en partenariat avec 2 sociétés de conciergerie, ce qui amène un vrai confort pour les personnes qu'on accompagne au niveau de la gestion locative. Pourquoi? Parce que ça les rassure sur le fait d'être sûr de toucher tous les mois un loyer et d'avoir un bien qui est bien entretenu, puisque finalement, ça devient le business de cette personne-là, c'est sa vitrine. Et là, en fait, la sous-location, c'est très intéressant parce qu'en fait, on n'a pas besoin de passer par la banque, on n'a pas besoin de recourir au crédit. C'est juste, on doit s'assurer d'avoir un petit peu de trésor pour bien pouvoir payer le loyer tous les mois. Et à partir de là, que ce soit sur des plateformes qui sont très connues, comme en allant démarcher des sociétés des environs, on va pouvoir mettre en avant le logement pour le louer, comme je disais, en courte durée.
Et à partir de là, les revenus peuvent être phénoménaux puisque aujourd'hui, sur un appartement comme celui-ci qui se loue 550 € en longue durée, en courte durée, on va avoir des gains moyens qui en général sont situés aux environs des 900 €. Donc une fois qu'on déduit les charges liées à l'électricité, à l'eau et à l'assurance, à la fin, le calcul est vite fait. Il reste un gain qui n'est pas neutre au final. Et derrière, les chiffres peuvent être encore plus importants quand on part sur des logements plus gros. Je pense notamment à des T3 et des T4 qu'on a en portefeuille, où on est sur des loyers entre 750 et 900 € en longue durée et où en courte durée, tous les mois, on atteint minimum les 2000 € par mois. Donc ça peut vraiment aller très vite. Maintenant, pourquoi je disais que je ne suis pas fan? Pourquoi? Parce que premièrement, comme tu le sais, si tu suis régulièrement cette chaîne YouTube, je suis très attaché aux 3 piliers profonds de l'investissement immobilier qui sont l'enrichissement grâce au remboursement de l'amortissement du capital par le locataire et là en sous-location, on ne l'a pas. 2, la plus-value latente grâce au prix de l'immobilier qui se revalorise année après année et là on ne l'a pas du coup vu qu'on n'est pas propriétaire. Et 3, quand il y en a, l'excédent financier qui est généré grâce au delta entre le loyer encaissé et les charges de crédit et les charges annexes qui sont payées. Et ça, du coup, en sous-location, on ne jouit que de ce dernier pilier. Mais comme je le dis, aujourd'hui, la sous-location, c'est vraiment très bien pour quelqu'un qui ne peut pas emprunter. Et si c'était mon cas, j'aurais recours sans hésitation. Et comme je le dis, je me retrousserai les manches, un petit peu d'huile de coude et c'est parti, on y va. Et derrière, pareil, point de vigilance à avoir, c'est la deuxième chose qui ne me plaît pas. Mais comme je dis, on n'a jamais rien sans rien, il faut y aller. C'est le fait qu'il faudra avoir une très bonne organisation pour gérer les entrées, les sorties, les retards des gens qui disent j'arrive à 19 h mais qui arrivent à 21 h, la gestion du ménage et surtout la gestion du linge. Voilà, écoute, cette vidéo touche à sa fin. C'était 3 propositions que je pouvais te proposer et qui peuvent te permettre de continuer à investir. J'espère que tu sauras en mettre une en place et justement réussir à passer à l'action malgré le fait que tu n'arrivais pas à obtenir ton prêt bancaire. Et puis en attendant de te retrouver pour une prochaine vidéo, n'oublie pas de laisser un like, c'est important pour m'aider sur le référencement de la chaîne YouTube et continuer à apporter toujours de plus en plus de valeur à un maximum de personnes. Et pareil, si ce n'est pas encore le cas, n'oublie pas de t'abonner chaque dimanche à 11 h. C'est une vidéo comme celle-ci dans le but de t'apporter le plus de valeur possible. Je te dis à très bientôt lors d'une prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!